Si tu arrives à cuisiner une omelette digne de ce nom, je te laisserai peut-être nettoyer les toilettes avec une brosse à dents neuve. Le rire gras de Laurent Moreau explosa dans la salle de bal de l'hôtel de ville de Lyon. Un son aussi cher et arrogant que sa montre en or. Toutes les lumières, toutes les caméras, des téléphones les plus chers de la ville étaient braqués sur un seul homme, Antoine Dubois. Plongeur pour la soirée, il venait de commettre le crime ultime. Faire tomber une minuscule goutte de sauce au vin rouge sur la veste en cachemire à 5 000 € du plus grand et du plus cruel critique culinaire de France. Un silence de mort s'installa, un silence si profond qu'on pouvait entendre le cliquetis des glaçons dans les verres de champagne. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable de justice et de vengeance, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre travail, et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire qui prouve que le monde est plein de surprises. Votre soutien est tout pour nous. Et maintenant, une petite chose amusante. Dites-moi en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. J'adore voir jusqu'où nos récits voyagent. Maintenant, retournons dans cette salle de bal où une vie est sur le point de basculer. Antoine Dubois, 35 ans, sentit le sol se dérober sous ses pieds, son visage déjà creusé par des nuits sans sommeil et des journées de travail sans fin devint encore plus pâle. Il ne pensait pas à l'humiliation, il ne pensait pas à la foule, il pensait à l'argent de cette soirée, cet argent si précieux, si vital pour les soins de sa petite fille. Chaque euro comptait, chaque minute de travail était une petite victoire contre la maladie qui menaçait sa famille. La voix de la fille de Moreau, une jeune femme visiblement mortifiée, murmura à côté de lui. « Papa, tu es pathétique, arrête ce cirque. » Mais Laurent Moreau, grisé par le pouvoir que lui conférait sa célébrité et par le champagne hors de prix qu'il buvait depuis des heures, l'ignora complètement. Il savourait cet instant, ce pouvoir absolu sur un homme qu'il considérait comme un insecte. Il se tourna vers la foule, ses bras ouverts comme un empereur romain s'adressant à la plèbe. « Non, non, c'est une excellente idée. Un test en direct, ici, devant vous tous. Cet homme, qui ne sait même pas marcher droit sans rien renverser, peut-il accomplir la tâche la plus simple de la cuisine française? Peut-il nous faire une simple omelette ?» Il sortit son téléphone, un modèle dernier cri, et lança une diffusion en direct sur son compte Instagram, suivi par des millions de personnes. Le titre de la vidéo était simple et brutal, le test du rat de cuisine. Antoine restait là, tremblant, les yeux fixés sur le marbre froid du sol. Mais si on avait regardé de plus près, on aurait vu que son regard n'exprimait ni la peur, ni la honte. C'était un calme glacial, une tranquillité terrifiante, celle d'un homme qui a déjà tout perdu et qui n'a plus rien à craindre. « J'accepte, » dit-il. Sa voix était si basse, si chargée de douleur et de dignité, qu'elle trancha le silence comme une lame. Moreau éclata d'un rire encore plus fort, un rire qui se voulait contagieux, mais qui sonnait faux, même aux oreilles de ses plus fidèles admirateurs. « Parfait, qu'on lui amène un réchaud de camping, qu'on lui donne des œufs. Le spectacle va commencer. » Les invités, d'abord gênés, se laissèrent prendre au jeu cruel, sortant leur propre téléphone pour immortaliser ce qui s'annonçait comme le lynchage public le plus divertissant de l'année. Ils voyaient un pauvre homme, un plongeur maladroit, sur le point de subir l'humiliation de sa vie. Ils voyaient une victime facile, un divertissement passager, et avant de retourner à leurs conversations futiles et à leurs boissons de luxe. Alors que les serveurs, avec des regards pleins de pitié pour leurs collègues d'un soir, installaient un petit plan de travail au milieu de la salle, personne, absolument personne,
ne remarqua le changement subtil dans les yeux d'Antoine. La peur avait disparu, remplacée par une lueur de concentration intense, une flamme froide qui semblait venir du plus profond de son âme. Laurent Moreau pensait avoir trouvé un jouet pour amuser sa cour, mais il ne savait pas encore qu'il venait de réveiller une légende. Il ne savait pas qu'il venait de défier un fantôme que tout le monde de la gastronomie cherchait depuis des années. Et ce fantôme était sur le point de le hanter pour le reste de sa vie. Laurent Moreau, en véritable metteur en scène de sa propre cruauté, fit installer le petit plan de travail au centre de la salle, sous la lumière crue des projecteurs improvisés. Il se délectait de chaque seconde, transformant cette humiliation en un épisode de sa propre émission de télé-réalité. « Votez maintenant !» cria-t-il à son téléphone, qui diffusait en direct sur Instagram devant des dizaines de milliers de spectateurs. Tapez 1 si vous pensez que ce rat de cuisine va brûler l'omelette, tapez 2 s'il va la faire tomber par terre. Les commentaires haineux et les émojis rieurs inondaient l'écran, un torrent de méchanceté numérique encouragé par le maître de cérémonie. Pour s'assurer que le spectacle soit à la hauteur de ses attentes, il fit un clin d'œil à son assistant. Celui-ci apporta à Antoine une poêle dont le fond était légèrement bombé, presque invisible à l'œil nu, mais un cauchemar pour une cuisson uniforme, ainsi qu'une boîte d'œufs où plusieurs étaient déjà subtilement fêlés. C'était un sabotage parfait, un crime sans témoin au milieu d'une foule qui ne voulait voir qu'une seule chose, un échec. Dans un coin de la salle, à l'abri des regards, Élise Martin, une jeune blogueuse culinaire qui avait lutté pendant des mois pour obtenir une invitation à ce gala, filmait la scène avec un mélange de dégoût et de fascination professionnelle. Elle détestait Moreau, son arrogance et sa façon de détruire des carrières sur un coup de tête, mais elle savait aussi que le simple fait d'être ici pouvait booster son propre blog. Alors qu'elle zoomait sur le visage d'Antoine pour capturer son désespoir, quelque chose d'inattendu attira son attention. Ce n'était pas son visage, mais ses mains. La façon dont il tenait le couteau pour hacher finement une échalote que le serveur lui avait donnée par pitié, ce n'était pas le geste d'un amateur. C'était une technique de professionnel, une coupe rapide, précise, presque une danse sur la planche à découper. Elle avait déjà vu ce mouvement, quelque part, cette fluidité, cette économie de gestes qui témoignait de milliers d'heures de pratique. Mais où ? Son esprit de journaliste s'éveilla. Une petite alarme se mit à sonner dans sa tête. Cet homme n'était pas un simple plongeur. Alors que Moreau continuait ses moqueries, le téléphone d'Antoine vibra silencieusement dans sa poche. Il y jeta un regard furtif. Sur l'écran de verrouillage, une photo illumina son visage fatigué. C'était sa fille. C'était sa fille de 8 ans, Chloé, souriant courageusement depuis son lit d'hôpital, un petit pansement coloré sur sa main où passait une perfusion. Sous la photo, une notification de sa banque s'affichait. Rappel, votre solde est de moins 27 €. Le contraste entre le sourire de sa fille et la froideur du message de la banque lui serra le cœur. C'était pour elle, pour ce sourire, pour l'opération qu'il ne pouvait pas payer. Pour elle, il endurerait 1000 fois cette humiliation. Il cuisinerait une omelette même avec des pierres s'il le fallait. Cette pensée lui donna une force nouvelle, une détermination d'acier qui redressa ses épaules. Il n'était plus une victime, il était maintenant père en mission. Élise, sentant qu'une histoire plus profonde se cachait derrière cette farce cruelle, se déplaça discrètement le long du mur, se rapprochant de Laurent Moreau, qui parlait à un producteur de télévision. Elle activa l'enregistreur audio de son téléphone, le cachant derrière son verre de champagne. La voix de Moreau, basse et conspiratrice, était parfaitement claire. Cette humiliation, c'est de l'or en barre, crois-moi. Des millions de vues garanties. Le public adore voir un pauvre type se faire écraser, ça les fait se sentir supérieurs. C'est du marketing de génie. On va monter la vidéo avec une musique triste, et hop, ma popularité va exploser. Le producteur rit grassement.
Élise sentit la nausée monter. Ce n'était fait même pas de la cruauté spontanée, c'était une stratégie calculée, froide et inhumaine. Elle avait maintenant la preuve de sa véritable nature, une preuve qui pourrait tout changer. De retour au centre de l'attention, Antoine ignorait les rires et les commentaires. Il avait choisi les œufs les moins abîmés et, d'un geste d'une rapidité déconcertante, il les cassa d'une seule main contre le bord du bol, sans laisser tomber le moindre éclat de coquille. Ce deuxième geste, si anodin pour la plupart des gens, fit froncer les sourcils d'Élise. C'était un autre signe, une autre pièce du puzzle. Les chefs professionnels, ceux qui cassaient des centaines d'œufs par jour, développaient cette technique. Un plongeur n'aurait jamais eu cette habileté. Allez, dépêche-toi, l'artiste, lança Moreau, sentant une pointe d'impatience. On n'a pas toute la nuit pour regarder tes tours de magie. Antoine ne répondit pas. Il se contenta de battre les œufs avec une fourchette, le rythme régulier et rapide créant un petit tourbillon parfait dans le bol. Il était dans sa bulle, un monde où seuls les ingrédients, le feu et ses mains existaient. Élise ne pouvait plus tenir. L'image de ce couteau d'encens ne la quittait pas. Elle sortit son téléphone et commença une recherche frénétique, tapant des mots-clés dans la barre de recherche chef anonyme Lyon, street food technique couteau unique, cuisine de rue gastronomique. Elle fit défiler des dizaines d'articles et de photos sans rien trouver de concluant. Puis, elle se souvint d'une vidéo qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux quelques mois plus tôt. Elle la retrouva dans ses favoris. Le titre était « Le fantôme de la Croix-Rousse frappe encore ». La vidéo était tremblante, filmée de nuit, dans une ruelle du célèbre quartier de Lyon. On n'y voyait pas de visage, seulement un réchaud de camping et des mains. Des mains qui bougeaient avec une vitesse et une précision surnaturelles, créant un plat magnifique à partir de presque rien. Elle mit la vidéo en pause, zoomant sur les mains du fantôme alors qu'il ciselait une échalote. Son cœur s'arrêta. C'était la même prise, la même posture des doigts, le même balai mortellement précis du couteau. Elle leva les yeux vers Antoine, qui venait de verser ses œufs dans la poêle chaude, puis regarda de nouveau son écran. Il n'y avait aucun doute possible. Elle venait de découvrir le secret, le mieux gardé de la gastronomie lyonnaise. Et il était en train de se faire humilier pour le plaisir d'un tyran. Le cœur d'Élise battait à tout rompre. Ce n'était plus une simple histoire d'humiliation publique. C'était le scoop de sa vie. Le fantôme, cette légende urbaine que tous les critiques et foodies de France cherchaient depuis plus d'un an, était là, devant elle, en train de cuisiner une omelette sous les insultes de l'homme qui, dans ses propres articles, l'avait qualifié de génie absolu. La situation était d'une ironie si cruelle, si parfaite, qu'elle en eut le souffle coupé. Elle devait agir, mais comment? Intervenir maintenant ne ferait que la griller et priverait Antoine de sa vengeance. Non, elle devait jouer plus intelligemment. Elle devait devenir son alliée secrète, son arme dans l'ombre. Elle se glissa hors de la salle de bal, le cœur battant, et se réfugia dans un couloir de service désert. Son esprit tournait à 1000 à l'heure. Elle avait l'enregistrement de Moreau, elle avait la vidéo du fantôme. Il lui fallait un lien, une preuve irréfutable. Pendant ce temps, dans la salle, Antoine venait de retourner son omelette d'un coup de poignet sec et précis, la faisant voler dans les airs avant qu'elle ne retombe parfaitement dans la poêle. Un murmure d'admiration parcourut la foule, même les plus cyniques ne purent s'empêcher d'être impressionnés. Laurent Moreau sentit le vent tourner. La pitié du public était en train de se transformer en respect pour ce plongeur étonnamment doué. Il ne pouvait pas laisser cela arriver. Il devait reprendre le contrôle du récit. Profitant d'un instant où Antoine était concentré sur la cuisson, Moreau s'isola dans un coin pour passer un appel. « Allô Jean-Pierre, c'est Laurent. Écoute, le plan change un peu. Le type n'a été meilleur que prévu. Je veux que tu fouilles dans les archives du personnel de l'agence d'intérim. »
Son nom est Antoine Dubois. Trouve-moi quelque chose sur lui, n'importe quoi. Une vieille condamnation, une dette, un problème familial. Je veux le détruire, mais pour de bon cette fois. Antoine, tout en faisant glisser son omelette parfaitement baveuse sur une assiette, avait remarqué le manège de Moreau. Il ne pouvait pas entendre la conversation, mais il voyait le visage haineux du critique, sa gestuelle agressive. Il comprit que l'humiliation n'était pas terminée, qu'elle n'était que le début de quelque chose de bien pire. Alors qu'il posait l'assiette sur le plan de travail, son téléphone vibra de nouveau. C'était un message WhatsApp d'un numéro inconnu. Je sais qui vous êtes. Le fantôme. Je suis dans le couloir Est. Je peux vous aider. Le message était signé EM. Antoine sentit une vague d'espoir et de peur le submerger. Quelqu'un l'avait reconnu. Était-ce un piège ou une bouée de sauvetage? Il regarda la foule, puis le visage triomphant de Moreau qui revenait vers lui. Il n'avait pas le choix. Il devait faire confiance à cet inconnu. Prétextant avoir besoin de se laver les mains, Antoine obtint la permission de s'éclipser quelques instants. Il trouva Élise dans le couloir, son visage pâle mais déterminé. « Je suis Élise Martin. Je tiens le blog La Fourchette Lyonnaise, » dit-elle rapidement. « J'ai tout vu, tout enregistré. La vidéo du fantôme, c'est vous. Moreau est en train de chercher des informations pour vous anéantir. » Elle lui montra rapidement son téléphone, lui faisant écouter l'enregistrement où Moreau se vantait de son plan marketing. Le sang d'Antoine se glaça. Il comprit alors que ce n'était pas une simple humiliation due à l'alcool, c'était une attaque préméditée. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-il, sa voix rauque. « Parce que je déteste les tyrans, » répondit Élise. « Et parce que j'admire le fantôme depuis le début. Donnez-moi quelque chose, n'importe quoi, qui puisse le lier à vous publiquement. » Antoine hésita, puis il se souvint d'un détail. « Dans mon casier, au sous-sol, il y a un vieux carnet noir. C'est là que je note toutes mes recettes. Sur la première page, il y a le croquis de mon premier plat de rue, celui qui a fait le buzz. » Pendant qu'Élise partait en mission vers les vestiaires du personnel, Antoine retourna dans l'arène. Moreau l'attendait avec un sourire carnassier. « Alors, cette omelette ?» dit-il en la regardant avec dédain. Il la piqua avec une fourchette en argent. « Pas mal pour un amateur, mais ça ne vaut certainement pas 5000 €. Il sortit alors un billet de 50 € de sa poche et le jeta au visage d'Antoine. « Tiens, voilà pour ton pourboire. Maintenant, comme convenu, tu vas nettoyer cette salle, à genoux. » La foule, qui avait commencé à applaudir la performance d'Antoine, se tut. La cruauté de Moreau était sans limite. Il ne voulait pas seulement gagner, il voulait écraser, anéantir toute dignité. Antoine sentit la rage monter en lui, une rage brûlante. Mais il se souvint d'Élise, du plan qui commençait à se dessiner. Il se força à rester calme, à encaisser ce dernier coup. Il se pencha pour ramasser le billet, son visage une toile de maîtrise de soi. Au même moment, Élise avait réussi à crocheter la serrure du casier d'Antoine avec une épingle à cheveux. À l'intérieur, elle trouva le carnet noir. Elle l'ouvrit et son cœur fit un bond. C'était bien plus qu'un simple carnet de recettes. C'était le journal d'un artiste, rempli de croquis, d'idées, de réflexions sur la nourriture et la vie. Sur la première page, le dessin détaillé d'un plat de Saint-Jacques sur purée de panais, avec des notes sur le côté, le plat qui va tout changer. C'était le plat signature du fantôme, celui qui avait lancé sa légende. Elle prit des photos de plusieurs pages avec son téléphone, des preuves irréfutables. Mais en refermant le carnet, un autre document glissa de la couverture. C'était une lettre froissée d'un grand restaurant parisien, datant de 2 ans. Une offre d'emploi pour un poste de chef de parti, adressée à Monsieur Antoine Dubois. Avec une note manuscrite en bas, « Votre talent est indéniable, mais nous avons finalement choisi un candidat avec un profil plus classique. » Élise comprit alors que l'histoire d'Antoine était bien plus ancienne et plus douloureuse qu'elle ne l'imaginait. Elle retourna dans la salle juste au moment où Antoine,
un seau et une serpillière à la main, s'apprêtaient à s'agenouiller. Leurs regards se croisèrent en tout. Elle lui fit un signe de tête presque imperceptible. C'était le signal. Elle avait les preuves. Antoine redressa lentement le dos. Il laissa tomber le seau, le bruit de l'eau se répandant sur le marbre résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence de la salle. Il regarda Laurent Moreau droit dans les yeux et pour la première fois de la soirée, il sourit. Ce n'était pas un sourire de soumission. C'était le sourire d'un prédateur qui vient de voir sa proie tomber dans son piège. Le moment de la vérité approchait, et il allait être bien plus spectaculaire que quiconque dans cette salle ne pouvait l'imaginer. Le bruit du seau tombant sur le marbre fut comme un coup de gong annonçant le début du dernier acte. L'eau se répandit en une flaque argentée au pied d'Antoine, reflétant les lumières crues et les visages stupéfaits des invités. Le sourire d'Antoine, ce sourire calme et dénué de toute peur, désarçonna Laurent Moreau. Le critique s'attendait à des larmes, à des supplications, à une soumission totale. Il ne s'attendait pas à ce défi silencieux. La confusion se mua rapidement en une rage froide. Comment cet insecte osait-il le regarder ainsi? Comment osait-il défier son autorité devant son public? Il décida qu'il était temps de porter le coup de grâce, de l'anéantir si complètement qu'il ne s'en relèverait jamais. Il sortit son téléphone et fit un geste à son assistant. « Tu vois ça ?» dit-il à la caméra de son direct Instagram en montrant la flaque d'eau. Non seulement il est incompétent, mais en plus, il saccage le matériel. C'est une faute professionnelle grave. Moreau s'approcha d'Antoine, son visage déformé par la haine. Il le bouscula violemment, faisant semblant de glisser sur l'eau. « Oh, attention, c'est dangereux. Cet homme est un danger public. »« Sécurité !» cria-t-il. Deux gardes massifs en costume noir s'avancèrent. « Sortez-moi cet individu, et assurez-vous qu'il ne remette plus jamais les pieds dans un établissement respectable de cette ville. Je vais personnellement appeler tous les traiteurs et toutes les agences d'intérim. Ton nom, Dubois, sera sur une liste noire. Tu ne trouveras plus jamais de travail dans une cuisine, même pas pour nettoyer les poubelles. C'est fini pour toi. » C'était le pic de l'humiliation. Ce n'était plus une simple moquerie, c'était une exécution professionnelle, une condamnation à la misère, prononcée devant 200 témoins et des milliers de spectateurs en ligne. Antoine sentit les mains fermes des gardes sur ses bras. Il ne résista pas. Il laissa son corps devenir mou, semblant complètement brisé, anéanti par la violence de l'attaque. Mais à l'intérieur, son esprit était un océan de calme. Tandis que les gardes le traînaient vers la sortie sous les regards mi-choqués, mi-satisfaits de la foule, il vit Élise. Elle se tenait près de la sortie de service, son téléphone discrètement pointé vers la scène. Elle avait tout filmé. La bousculade, les menaces, la condamnation publique, c'était la dernière pièce du puzzle, la preuve ultime de l'abus de pouvoir de Moreau. Alors qu'il passait devant elle, escorté comme un criminel, il lui murmura un seul mot, si bas que seules ses lèvres bougèrent, moi. Maintenant. C'était le signal, le plan était enclenché. Élise hocha la tête et s'éclipsa. Antoine, lui, se laissa jeter dehors, dans la ruelle froide et humide derrière l'hôtel. La lourde porte métallique se referma derrière lui, le plongeant dans l'obscurité et le silence, le bruit de la fête ne lui parvenant plus que comme un écho lointain et cruel. Pour n'importe qui d'autre, ce serait la fin. Humilié, licencié, mis sur liste noire, sans un sou en poche, et avec une fille malade à charge. C'était un scénario de désespoir total. Antoine s'adossa au mur froid, le crachin de lion commençant à mouiller sa chemise fine. Il ferma les yeux, non pas pour pleurer, mais pour se concentrer. Il sortit son propre téléphone, un vieux modèle à l'écran fissuré. Il ouvrit sa galerie de photos et regarda le visage souriant de Chloé. « Encore un peu de patience, ma chérie, » murmura-t-il. « Papa va tout arranger
Puis, il ouvrit son application de messagerie. Un nouveau groupe WhatsApp avait été créé par Élise quelques minutes plus tôt. Le nom du groupe était Opération Fantôme. Il y avait 3 membres, lui, Élise, et un contact nommé Maître Viguier. Élise avait déjà envoyé tous les fichiers. L'enregistrement audio des aveux de Moreau, les photos du carnet de recettes, la capture d'écran de la lettre de refus et la vidéo de la scène qui venait de se produire. Un message de Maître Viguier apparut presque instantanément. « Antoine, j'ai tout reçu. C'est encore pire que ce que vous m'aviez décrit. Les preuves sont accablantes. Diffamation, harcèlement, abus de pouvoir, incitation à la haine. La liste est longue. Nous avons de quoi le détruire. » Un autre message d'Élise cette fois. « Mon article est prêt. J'ai intégré toutes les preuves. Je le publie sur mon blog et je l'envoie à toutes les grandes rédactions du pays à ton signal. Les serveurs sont prêts à encaisser le trafic. » Antoine sentit une chaleur l'envahir malgré le froid. Il n'était plus seul. Il avait une armée, petite mais déterminée. Il tapa sa réponse, ses doigts tremblants légèrement, non pas de peur, mais d'anticipation. Attendez encore un peu, il faut que l'humiliation soit aussi publique que la sienne. Il savait que Moreau, au sommet de sa gloire, allait probablement publier un montage de la soirée sur ses réseaux sociaux pour asseoir sa victoire. Il fallait frapper à ce moment-là, quand son arrogance serait à son paroxysme. À l'intérieur de la salle de bal, Laurent Moreau célébrait sa victoire. Il avait levé une coupe de champagne, porté un toast à l'excellence et à la nécessité de se débarrasser des incompétents. Il se sentait invincible, un dieu parmi les mortels. Il demanda à son assistant de lui préparer un montage vidéo de la soirée, en insistant sur les moments les plus humiliants pour Antoine. « Je veux que ça sorte demain matin à 8h mais précise, ordonna-t-il. On va faire des millions de vues. » Il ne se doutait de rien. Il ne voyait pas les quelques regards de dégoût dans la foule. Il n'imaginait pas qu'une blogueuse qu'il méprisait avait rassemblé un dossier capable de rayer sa carrière de la carte. Il ne savait pas que l'homme qu'il venait de jeter à la rue comme un déchet était en train de préparer une contre-attaque d'une précision chirurgicale. Dans la ruelle, Antoine reçut une dernière notification. C'était un virement bancaire. Élise venait de lui envoyer 500 € avec un simple message « Pour Chloé, considérez ça comme une avance sur les droits d'auteur de votre histoire. » Des larmes, cette fois, montèrent aux yeux d'Antoine. Des larmes de gratitude. Il regarda une dernière fois la porte métallique qui le séparait de son bourreau. Il n'y avait plus de haine en lui, seulement une résolution froide. Il avait été le fantôme, se cachant dans l'ombre par nécessité. Demain, grâce à la cruauté d'un seul homme, il allait renaître dans la lumière. Le masque allait enfin tomber, et l'onde de choc allait secouer le monde de la gastronomie française jusqu'à ses fondations. Les larmes de gratitude séchèrent rapidement sur les joues froides d'Antoine, remplacées par la chaleur d'une résolution inébranlable. Les 500 € d'Élise n'étaient pas seulement de l'argent, c'était un pacte, un investissement dans la justice à venir. Il transféra immédiatement la somme sur le compte joint qu'il partageait avec l'hôpital, ajoutant un message pour l'infirmière en chef. « Pour Chloé, la suite arrive bientôt. » C'était une promesse. Dans la ruelle sombre, adossée au mur de briques humides, Antoine commença à tisser la toile de sa vengeance, non pas avec de la haine, mais avec la précision froide d'un chef préparant son plat le plus complexe. Son téléphone, autrefois symbole de sa pauvreté, était devenu son quartier général, le centre névralgique d'une opération qui allait secouer Lyon. Le groupe WhatsApp Opération Fantôme crépitait d'activité, chaque message étant une pièce ajoutée à l'édifice de la chute de Moreau. Pendant ce temps, à l'intérieur, la fête battait son plein. Laurent Moreau, ivre de sa propre grandeur, était monté sur une petite estrade pour un discours improvisé. Il tenait son téléphone en l'air, filmant la foule en adoration pour une story Instagram. « Mes amis, ce soir nous avons assisté à une chose magnifique. Nous avons séparé le bon grain de l'ivraie. Nous avons prouvé que l'excellence n'est pas un vain mot.
Il leva sa coupe. À la vraie cuisine et à la disparition des imposteurs. Des applaudissements nourris lui répondirent. Il se sentait intouchable, un roi dans son château. Il ne savait pas que chaque mot qu'il prononçait, chaque image arrogante qu'il postait, était un clou de plus planté dans le cercueil de sa propre carrière. Il était devenu si aveugle à sa propre cruauté qu'il l'a documenté lui-même pour la postérité, offrant à ses ennemis des munitions qu'il n'aurait même pas osé espérer. Dans le groupe WhatsApp, la stratégie se mettait en place avec une efficacité militaire. Maître Viguier, un avocat réputé pour sa défense des petits contre les gros, donnait ses instructions. Antoine ne répondait à aucune provocation. Restez injoignable. S'il vous contacte, ignorez. Élise, votre article est la clé. Il doit être impeccable, factuel, avec toutes les preuves en lien. Ne publiez rien avant mon signal. J'ai déjà préparé les mises en demeure pour diffamation et harcèlement. Elles seront envoyées par coursier à 8h, une juste après la publication de sa vidéo. Mais de qué... Élise répondit par un simple pouce levé. Elle était dans un café discret près de l'hôtel de ville, son ordinateur portable ouvert, relisant chaque mot de son article. Elle ajoutait des captures d'écran, des stories de Moreau, créant un contraste saisissant entre ses discours sur l'excellence et ses actions cruelles. Elle intégra même un lien vers une cagnotte en ligne qu'elle venait de créer, pour l'opération de Chloé, victime collatérale de la haine en ligne. Antoine, de son côté, jouait le rôle de la victime parfaite. Il quitta la ruelle et se dirigea vers une station de métro, marchant lentement, la tête basse, comme un homme brisé. Il savait qu'il pouvait y avoir des caméras de surveillance, des témoins. Il devait maintenir l'illusion de sa défaite jusqu'au bout. Dans le métro, il s'assit dans un coin, le visage caché dans ses mains. Mais derrière ce masque de désespoir, son esprit était en ébullition. Il se remémorait chaque détail, chaque injustice, subie non seulement ce soir, mais depuis des années. Cette lettre de refus du restaurant parisien, ce chef qui lui avait volé une recette, ces critiques qu'il avait ignorées parce qu'il n'avait pas fait la bonne école. Tout cela n'était pas le fait du hasard, c'était le système, un système incarné par des hommes comme Moreau, c'est ça. Il ne se battait pas seulement contre un homme, il se battait contre une injustice bien plus grande. La nuit fut longue et blanche pour les 3 membres de l'opération Fantôme. Pendant que Laurent Moreau rentrait dans sa luxueuse villa des Monts d'Or pour un sommeil satisfait, Antoine, Élise et Maître Viguier peaufinaient les derniers détails. Maître Viguier découvrit que Moreau était sous le coup d'un redressement fiscal et que sa fondation de charité était une coquille vide servant à détourner de l'argent. Élise contacta d'autres chefs et employés qui avaient été victimes de Moreau par le passé, recueillant des témoignages anonymes mais accablants qu'elle ajouta à son article. Antoine, lui, fit la chose la plus difficile. Il écrivit un texte, pas une recette, mais son histoire. L'histoire de sa passion, de sa fille, de ses années de galère, de sa vie de fantôme, obligé de se cacher pour exprimer son art. Il l'envoya à Élise avec cette simple instruction, à publier avec le reste. Je veux que les gens sachent qui je suis vraiment. Le lendemain matin, à 7h55, le monde de Laurent Moreau était encore parfait. Il se réveilla avec le soleil, prit son café en regardant la vue sur Lyon et vérifia son compte en banque, souriant en voyant les revenus publicitaires générés par son direct de la veille. À 8h précises, comme prévu, son assistant publia la vidéo sur toutes ses plateformes. Le titre était « Leçon de style ». Quand un amateur rencontre un maître. La vidéo, un montage habile et cruel, montrait Antoine trébuchant, se faisant humilier et se faisant finalement jeter dehors, le tout sur une musique de violon dramatique. Moreau la regarda avec un immense sentiment de satisfaction. Il avait créé le buzz parfait. Il était au sommet du monde. À 8h01, l'enfer se déchaîna. Un message apparut.
dans le groupe WhatsApp. C'était Maître Viguier. Go! Élise appuya sur le bouton « Publier ». Son article, intitulé « Le fantôme, le tyran et la vérité », explosa sur Internet. En quelques secondes, des notifications commencèrent à apparaître sur des milliers de téléphones. L'article contenait tout: les enregistrements, les photos du carnet, les témoignages, le texte poignant d'Antoine et le lien vers la cagnotte pour Chloé. Simultanément, Maître Viguier envoya les mises en demeure par email à Moreau, à sa chaîne de télévision et à tous ses sponsors. Antoine, assis sur un banc, dans un petit parc près de l'hôpital, regarda le soleil se lever. Il ouvrit son téléphone et vit la vidéo de Moreau, puis l'article d'Élise juste à côté. Il savait que dans quelques heures, le monde de Laurent Moreau, ce monde bâti sur l'arrogance et la cruauté, allait s'écrouler comme un château de cartes. Il était temps de montrer la vérité au monde entier. La tempête était là. L'article d'Élise se propagea sur Internet avec la vitesse et la force destructrice d'un tsunami numérique. En moins d'une heure, le hashtag « Je suis le fantôme » devint la première tendance sur Twitter en France. La vidéo cruelle de Laurent Moreau, qui avait commencé à accumuler les vues et les commentaires approbateurs, fut soudainement inondée d'une vague de haine et de dégoût. Les gens partageaient l'article d'Élise en commentaire, créant un contraste dévastateur entre la version du tyran et la vérité de la victime. La cagnotte pour Chloé explosa, dépassant l'objectif de 40 000 € en à peine 30 minutes, alimentée par des milliers de petits dons de gens ordinaires touchés par l'histoire d'Antoine. C'était une révolte, une révolution digitale, menée par des clics et des partages, une armée de l'ombre qui s'était levée pour défendre l'un des siens. Laurent Moreau, lui, était encore dans sa bulle de satisfaction. Il était en réunion avec les producteurs de sa chaîne de télévision, savourant son café et planifiant déjà sa prochaine saison. Son téléphone vibrait sans cesse sur la table, mais il l'ignorait, pensant que c'était des notifications de félicitations. Ce fut son assistant, un jeune homme au visage blême, qui osa interrompre la réunion. « Monsieur Moreau, vous devriez peut-être regarder ça. » Il lui tendit sa tablette. Sur l'écran, l'article d'Élise était affiché, avec en tête d'affiche la photo du carnet de recettes d'Antoine, à côté d'une capture d'écran d'un des articles élogieux de Moreau sur le fantôme. Moreau balaya l'article d'un regard dédaigneux. « Des bêtises, une blogueuse en mal de reconnaissance. On va lui envoyer nos avocats, elle ne s'en relèvera pas. » Mais en faisant défiler la page, son visage commença à changer. Il vit la transcription de sa conversation avec le producteur, puis l'enregistrement audio intégré juste en dessous. Il cliqua dessus. Sa propre voix, arrogante et cruelle, emplit le silence de la salle de réunion. L'humiliation d'un pauvre type, ça fait des millions de vues, c'est du marketing de génie. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les producteurs le regardaient, non plus avec admiration, mais avec un effroi glacial. Le téléphone du directeur de la chaîne sonna. Il décrocha, écouta quelques secondes, son visage devenant de plus en plus sombre, il raccrocha et regarda Moreau. C'était le service juridique, et le service communication, et le président du groupe. « Laurent, ton émission est suspendue avec effet immédiat. Ton contrat est en cours de résiliation pour faute grave. Tu es prié de quitter les locaux. Immédiatement. » Le monde de Laurent Moreau venait de s'effondrer en moins de 5 minutes. Il passa de la confusion à la négation, puis à une rage impuissante. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est moi qui vous fais vivre. C'est un complot. » Mais ses paroles se perdaient dans le vide. Les visages qu'il adulait, la veille, étaient maintenant des masques de pierre. Il était devenu toxique, un paria. Pendant que l'empire de Moreau s'écroulait, Antoine était assis sur le banc du parc, regardant les notifications de la cagnotte de Chloé affluer sur son téléphone. Chaque don était un message de soutien, une voix qui lui disait qu'il n'était plus seul. Il pleurait, mais pour la première fois depuis des années, c'était des larmes de joie, de soulagement. Puis, son téléphone sonna. C'était le professeur Martin,
le chirurgien cardiaque le plus réputé de Lyon, le médecin qui suivait Chloé, Monsieur Dubois. Je viens de lire l'article. Je suis sans voix. Écoutez, l'hôpital a reçu une vague de dons anonymes ce matin. L'opération de Chloé est non seulement entièrement financée, mais nous avons assez pour couvrir tous ses soins post-opératoires pour l'année à venir. Et je vais l'opérer personnellement la semaine prochaine. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour le fantôme. Antoine ne put répondre, étranglé par l'émotion. Il se contenta de murmurer un merci qui contenait toute la gratitude du monde. Le moment de vérité finale, cependant, n'était pas encore arrivé. Élise l'appela. « Antoine, allume la télévision, n'importe quelle chaîne d'infos. » Il le fit via son téléphone. Toutes les chaînes interrompaient leur programme. Des journalistes étaient massés devant le siège de la chaîne de télévision et devant la villa de Laurent Moreau. Le scandale était devenu une affaire nationale. Puis, Élise lui dit « Maintenant, regarde ça ». Elle lui envoya un lien vers Indirect sur YouTube. C'était une conférence de presse improvisée, organisée par Maître Viguier devant son cabinet. À ses côtés se tenait Antoine, mais ce n'était plus le plongeur humilié de la veille. Il portait une veste de chef propre, prêtée par un restaurateur solidaire. Il se tenait droit, le visage grave, mais serein. Il n'était plus la victime. Il était le survivant, le témoin, le symbole. « Mesdames et messieurs, » commença Maître Viguier, « vous connaissez tous l'histoire maintenant, mais vous ne connaissez pas l'homme. » Il se tourna vers Antoine. « Antoine, voulez-vous dire quelque chose ?» Antoine s'approcha du micro. Des dizaines de caméras braquées sur lui. Il prit une profonde inspiration. « Hier soir, un homme a essayé de me prendre ma dignité. Il pensait que parce que je nettoyais la vaisselle, je n'étais rien. Il pensait que parce que j'étais pauvre, j'étais faible. Il s'est trompé. Sa voix était calme, mais elle portait une force qui captiva l'attention de tous. Je ne suis pas ici pour me venger. La vengeance est un plat qui se mange froid, et ma cuisine est toujours chaude. Je suis ici pour ma fille, Chloé, et pour tous les autres fantômes qui travaillent dans l'ombre, qui ont du talent, de la passion, mais que le système, incarné par des gens comme Monsieur Moreau, essaie de rendre invisibles. » Il sortit de sa poche la lettre de refus du restaurant parisien. « On m'a dit que mon profil n'était pas classique. Aujourd'hui, je veux dire à tous ceux qui se sont sentis rejetés, votre talent n'a pas besoin de leur validation. Votre valeur ne se mesure pas à leur mépris. » Il déchira la lettre en deux. Le monde de la gastronomie n'appartient pas aux tyrans. Il appartient à ceux qui aiment la nourriture, à ceux qui la créent avec leur cœur. Et aujourd'hui, grâce à vous tous, dit-il en regardant la caméra, le fantôme n'a plus besoin de se cacher. Un tonnerre d'applaudissements éclata parmi les journalistes et les passants qui s'étaient rassemblés. C'était un moment d'une puissance incroyable. Le plongeur était devenu un roi. La victime était devenue un héros. Au même moment, Laurent Moreau, barricadé dans sa villa, regardait la conférence de presse sur son écran géant, le visage décomposé par l'horreur. Il voyait l'homme qu'il avait écrasé la veille être acclamé par la nation entière. Il voyait son monde, ses certitudes, ses privilèges, partir en fumée en direct à la télévision. Il prit son téléphone pour appeler son avocat, mais une notification apparut. C'était sa banque. Alerte. Saisie conservatoire sur l'ensemble de vos comptes suite à une procédure d'urgence pour fraude fiscale. Maître Viguier avait frappé. Moreau laissa tomber son téléphone. Il était fini, ruiné, anéanti. La justice n'était pas seulement poétique, elle était aussi rapide, implacable et terriblement efficace. La vérité avait enfin éclaté, et rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. La chute de Laurent Moreau ne fut pas seulement une chute, ce fut une désintégration. L'onde de choc de la conférence de presse d'Antoine se propagea bien au-delà du monde de la gastronomie. Ce n'était plus l'histoire d'un critique arrogant, c'était devenu un symbole national de la lutte contre le harcèlement et l'abus de pouvoir. Les conséquences pour Moreau
furent totales et dévastatrices. Sur le plan juridique, Maître Viguier mena une offensive implacable. Condamné pour diffamation, harcèlement et fraude fiscale, Moreau écopa d'une peine de prison avec sursis, mais surtout d'une amende si colossale qu'elle le laissa en état de faillite personnelle. Sa luxueuse villa dans les Monts d'Or fut saisie et vendue aux enchères. Ironie du sort, une partie des fonds servit à indemniser Antoine et les autres victimes qui avaient eu le courage de témoigner. Sa femme, incapable de supporter l'opprobre public, demanda le divorce et quitta le pays avec leurs enfants, changeant de nom pour échapper au scandale. Socialement, il devint un paria. Les restaurants lui fermaient leurs portes. Ses anciens amis s'y traversaient la rue pour l'éviter. L'homme qui avait passé sa vie à juger les autres était maintenant jugé par tous, et le verdict était sans appel. Pour Antoine, Élise et Chloé, la vie après la tempête, fut une renaissance. L'opération de Chloé fut un succès total. Quelques mois plus tard, elle courait dans les allées du parc où son père avait attendu le lever du soleil, son rire cristallin étant la plus belle des récompenses. Les offres affluèrent pour Antoine, des chaînes de télévision lui proposèrent des ponts d'or pour sa propre émission, des éditeurs se battirent pour publier son livre de recettes et son histoire. Netflix annonça même la mise en production d'une mini-série inspirée de son parcours intitulée Le fantôme de Lyon. Mais Antoine, fidèle à lui-même, choisit une autre voie. Avec une partie de l'argent des indemnités et des droits d'auteur, il racheta un petit bistrot de quartier dans sa Croix-Rousse natale. Il le baptisa Chez Chloé. Ce n'était pas un restaurant de luxe, mais un lieu chaleureux et authentique, où la cuisine était faite avec le cœur et où les prix étaient abordables. Le restaurant devint rapidement le plus prisé de Lyon, non pas pour le snobisme, mais pour son âme. Antoine y instaura une règle. Chaque soir, 10 repas étaient offerts à des personnes dans le besoin. Il n'avait pas oublié d'où il venait. Élise, quant à elle, devint l'une des journalistes culinaires les plus respectées de France. Son blog explosa, et elle fut recrutée par un grand journal national pour diriger une nouvelle section dédiée à l'éthique et à la justice dans le monde de la gastronomie. Elle et Antoine restèrent des amis très proches, unis par le souvenir de cette nuit où ils avaient fait tomber un géant. Ensemble, ils créèrent la Fondation Fantôme, une organisation à but non lucratif destinée à aider juridiquement et financièrement les employés de la restauration victimes d'abus. L'histoire d'Antoine avait changé les mentalités. Des lois plus strictes sur le harcèlement au travail dans le secteur de l'hôtellerie-restauration furent votées, inspirées directement par son cas. Il avait été une victime, mais il avait transformé sa souffrance en un héritage de protection pour des milliers d'autres. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, si vous vous promenez dans les rues de la Croix-Rousse, vous pouvez voir Antoine, en tablier, discuter avec ses clients sur la terrasse de chez Chloé. Il n'a pas changé. Il a le même regard calme, la même humilité. Mais il y a une lumière dans ses yeux qui n'y était pas avant. La lumière de la paix, de la justice et du devoir accompli. Laurent Moreau, lui, a été aperçu récemment travaillant comme employé dans une chaîne de restauration rapide en banlieue, méconnaissable, l'ombre de l'homme qu'il avait été. Le contraste entre le avant et le après est saisissant. L'homme qui se croyait au-dessus de tout est tombé au plus bas, tandis que celui qu'il avait tenté de réduire à néant a trouvé sa place au sommet, non pas un sommet de pouvoir, mais un sommet de respect et d'amour. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. La première leçon est que la vérité finit toujours par triompher,
même si elle prend du temps et demande un courage immense. La seconde, et peut-être la plus importante, est de ne jamais, jamais mépriser quelqu'un à cause de son apparence, de son travail ou de sa situation financière. Un plongeur peut être un roi et un critique peut n'être qu'un tyran vide. La véritable valeur d'une personne se cache dans son cœur, pas sur son compte en banque. Et devinez quoi? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, si elle a ravivé votre foi en l'humanité, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin et qui se sentent peut-être seules dans leur combat. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie, lui donner la force de se battre, ou simplement lui rappeler qu'après la nuit la plus sombre, le soleil finit toujours par se lever. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. Merci pour votre soutien, vos commentaires et votre passion pour les histoires qui comptent. À très bientôt pour une nouvelle aventure qui, je vous le promets, vous touchera